Je n'avais jamais imaginé que la vie pouvait basculer aussi brutalement sur un chemin sombre. Un chemin que l'on ne peut entendre que dans des chuchotements effrayants ou que l'on ne peut lire que dans les pages jaunies des romans d'horreur. Je m'appelle Lucien et, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais un avocat marseillais comme les autres, vivant une vie ordinaire, avec des journées qui se fondaient dans une confortable monotonie. Tout a changé lorsque j'ai rencontré Amélie, l'artiste qui a peint des couleurs sur mon monde gris. Elle était comme une brise fraîche dans une journée moite. Sa présence m'a instantanément remonté le moral. Mais en la faisant entrer dans ma vie, j'ai involontairement invité une tempête qui se cachait dans l'ombre, prête à engloutir tout ce que j'aimais. Ma mère, Geneviève, n'a jamais été la personne la plus chaleureuse ni la plus sociable. Veuve depuis mon enfance, elle se réfugiait dans la solitude, entourée de vieux livres qui parlaient de choses que la raison n'osait pas toucher. Je connaissais sa fascination pour l'occultisme, mais je ne l'ai jamais prise au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque je lui ai présenté Amélie, espérant une bénédiction, j'ai essuyé un refus glacial. Geneviève prétendait avoir une intuition à propos d'Amélie, un sentiment que quelque chose de terriblement mauvais était sur le point de se produire. J'aurais dû me rendre compte à ce moment-là que les ténèbres avaient déjà commencé à tisser leur toile autour de nous. Contrairement aux avertissements de ma mère, je me suis encore plus attaché à Amélie, rêvant d'un avenir ensemble, ignorant les signes que quelque chose n'allait pas. Les rêves ont commencé peu après, des cauchemars si vifs qu'ils me donnaient des sueurs froides au milieu de la nuit, avec des images déformées, d'Amélie tissée dans des récits dont mon esprit refusait de se souvenir lorsque je me réveillais. Chaque matin, je me réveillais le cœur lourd, un sentiment d'effroi m'accompagnant tout au long de la journée. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour s'est rapidement transformé en un cauchemar vécu qui m'a entraîné dans des profondeurs de terreur que je ne soupçonnais pas. Chaque pas que nous faisions ensemble semblait nous conduire plus profondément dans un labyrinthe sans issue, où les murs étaient peints de sombres secrets et où les échos de nos pas ressemblaient à des gémissements d'âmes perdues. Voici l'histoire de ma vie, autrefois remplie de promesses de bonheur, qui s'est transformée en théâtre d'une tragédie qui défie l'entendement. Malgré mon aveuglement initial, les signes que quelque chose allait terriblement mal ont commencé à devenir impossibles à ignorer. Peu de temps après les premiers cauchemars, ma mère, Geneviève, s'est enfoncée dans ses pratiques occultes, une obsession que j'espérais n'être qu'un passe-temps inoffensif. Je me trompais. Une nuit, alors que la maison était endormie, je l'ai vue, à la lumière vacillante des bougies, murmurer des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas, entourée d'ombres qui semblaient danser au son de sa voix. Elle jetait un sort. Je l'ai su à ces moments-là, mais je n'osais pas imaginer dans quel but. C'est alors que les cauchemars se sont intensifiés, devenant si réels qu'ils ont commencé à envahir mes journées. Je voyais Amélie dans mes rêves, mais pas la femme que j'aimais. Elle m'apparaissait comme une créature déformée, les yeux vides d'amour, remplacée par une haine profonde qui me glaçait le sang. Ces visions me hantaient, me suivaient dans mes heures de veille, un brouillard de peur que je n'arrivais pas à dissiper. Amélie, quant à elle, a commencé à se sentir mal à l'aise chez moi, surtout auprès de ma mère. Elle m'a dit un jour, la voix tremblante de peur, qu'elle avait l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait en permanence, une présence maléfique qu'elle ne voyait pas, mais qu'elle sentait. Je voulais ne pas croire ces paroles, les mettre sur le compte de la tension entre elle et ma mère, mais au fond de moi, une partie reconnaissait la vérité de ces paroles. La situation a atteint son paroxysme lorsque Amélie, poussée par le besoin de comprendre ce qui se passait, a exploré notre maison pendant que ma mère et moi étions absentes. Ce qu'elle a trouvé a confirmé nos pires craintes. Cachée derrière un faux mur, une pièce remplie d'objets de sorcellerie, de livres de magie noire et de symboles occultes.
Elle m'a montré des photos qu'elle avait prises avec son téléphone, chaque image étant un coup à l'estomac, une révélation de l'abîme dans lequel nous étions sur le point de tomber. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, avec une clarté effrayante, que le danger auquel nous étions confrontés était non seulement réel, mais qu'il se trouvait dans notre propre maison, alimenté par une force que je comprenais à peine, et, pire encore, qui venait de ma propre mère. La découverte de la chambre secrète de ma mère a été le point de rupture, non seulement dans ma relation avec Amélie, mais aussi dans ma perception de la réalité telle que je la connaissais. Face aux photos prises par Amélie, ma première réaction a été le déni. Comment ma mère, la femme qui m'a élevé seule, qui a toujours été un pilier dans ma vie, pouvait-elle s'adonner à des pratiques aussi sinistres ? Mais les preuves étaient indéniables et mon cœur a sombré sous le poids de cette vérité. Amélie et moi avons commencé à prendre nos distances, non pas par manque d'amour, mais à cause de l'ombre grandissante que ces événements jetaient sur nous. Elle insistait sur le fait que nous devions faire quelque chose, que nous ne pouvions pas simplement ignorer ce que nous savions maintenant. Mais comment pouvais-je confronter ma mère ? Comment l'accuser de quelque chose d'aussi infâme ? Mon hésitation a alimenté la frustration d'Amélie, créant entre nous un gouffre que je craignais de ne plus pouvoir combler. C'est Amélie qui a pris l'initiative. Déterminée à prouver que le danger était réel et imminent, elle a installé des caméras cachées dans la maison. J'étais partagé entre la loyauté envers ma mère et le besoin de protéger Amélie, mais ma curiosité et ma peur de l'inconnu l'ont emporté. Lorsque nous avons visionné les enregistrements ensemble, ce que nous avons vu a confirmé nos pires craintes. Ma mère, plongée dans des rituels macabres, invoquant des forces qu'aucune de nous ne pouvait comprendre, s'en prenait directement à Amélie. Le cœur lourd et l'esprit en ébullition, j'ai confronté ma mère. La discussion qui s'ensuivit fut la plus douloureuse et la plus surréaliste de ma vie. Elle n'a pas nié, au contraire, elle a ouvertement admis ses actes, les justifiant comme une façon de me protéger. Me protéger ? D'Amélie ? De la femme que j'aimais ? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point ma mère s'était égarée, perdue dans ses propres convictions. La révélation des rituels de ma mère et sa justification froide et calculatrice nous ont placés devant un choix impossible. Je voulais croire qu'il y avait un moyen de réconcilier mon ancienne vie avec le terrible présent, mais la vérité était inéluctable. Nous étions empêtrés dans un complot de sorcellerie et de jalousie maladive, un labyrinthe de ténèbres dont nous ne savions pas comment nous échapper. Nous avons donc décidé de quitter cette maison, dans le vain espoir de laisser derrière nous les ombres qui nous hantaient. La décision de quitter la maison, et avec elle ma mère, a été prise le cœur lourd et l'esprit tourmenté. La confrontation avec ma mère avait clairement montré qu'elle n'était pas disposée à abandonner ses pratiques, ni à accepter Amélie dans nos vies. Ce soir-là, alors que nous faisions nos bagages, ressentant chaque objet comme un adieu silencieux à une vie que nous avions connue, l'air était chargé d'une tension palpable, un mélange de tristesse, de peur et de détermination à chercher un nouveau départ. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, il est devenu évident que le départ ne serait pas aussi simple que nous l'avions espéré. Alors que j'essayais d'ouvrir la porte d'entrée, un vent glacial, soudain et inexplicable, a soufflé dans le couloir et l'a refermé, avec un bruit sourd qui a résonné dans toute la maison. Les fenêtres et les portes refusaient de bouger, comme si une force invisible les maintenait fermement scellées. Un rire froid et déformé, indéniablement celui de ma mère, s'est élevé jusqu'à nous, chuchotant qu'il n'y aurait pas d'échappatoire facile. La peur qui s'ensuivit n'était pas seulement celle du surnaturel, mais aussi celle de réaliser que ma mère, la femme qui m'avait élevé, avait invoqué quelque chose qui échappait à son contrôle, quelque chose qui nous emprisonnait tous dans cette maison. Les cauchemars qui, jusqu'alors, n'avaient hanté que mes rêves commencèrent à se manifester les yeux ouverts, déformant la réalité qui m'entourait par des visions d'horreur indicibles qui semblaient chasser l'âme d'Amélie avec une ferveur vengeresse. Amélie,
malgré la terreur à laquelle nous étions confrontés, a fait preuve d'une force et d'une détermination qui m'ont laissé sans voix. Elle refusa d'être victime des machinations de ma mère et commença à chercher des moyens de combattre la magie qui nous avait pris au piège. Dans les vieux tomes de ma mère, elle trouva des références à des contresorts et à des rituels de protection. C'était un faible espoir, mais c'était tout ce que nous avions. En ces jours sombres, la maison qui avait été la mienne est devenue une prison de cauchemars et d'ombre. Ma mère, autrefois figure de soutien et d'affection, était maintenant l'architecte de notre malheur, perdue dans un labyrinthe de jalousie et d'obsession qu'elle avait elle-même créé. Alors que nous préparions un contresort dans l'espoir de rompre le sort qui nous liait, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment, quand et où les choses avaient si terriblement mal tourné. Au fil des jours, les cauchemars qui me tourmentaient auparavant la nuit commencèrent à s'infiltrer dans mes heures d'éveil, faisant de chaque instant une interminable torture psychologique. Les visions étaient d'une brutalité qui défie l'entendement, dépeignant Amélie comme le centre de sombres rituels et sacrifices que mon esprit refusait d'accepter comme une réalité. C'était comme si le sort jeté par ma mère avait créé un pont entre le monde des vivants et un royaume de désespoir et de ténèbres, où Amélie était la cible d'une chasse sans merci. Amélie, pour sa part, s'est plongée dans l'étude des anciens grimoires et textes occultes de la bibliothèque de ma mère, déterminée à trouver un moyen de nous libérer de la captivité surnaturelle. Son esprit indomptable était une lumière au milieu des ténèbres qui nous entouraient. Sa détermination à affronter le mal que ma mère avait invoqué témoignait de sa force intérieure. Ensemble, nous avons découvert la possibilité d'un contresort. Mais la prise de conscience s'est accompagnée d'un sombre avertissement. Cela nécessiterait un sacrifice, un prix que nous hésitions à payer, mais que nous étions prêts à payer s'il signifiait notre liberté. L'escalade de la tension entre nous et ma mère est devenue palpable, comme si la maison elle-même respirait l'anticipation d'une confrontation imminente. Geneviève, sentant son influence sur nous diminuer, à mesure que nous nous armions de connaissances et de détermination, devint de plus en plus agressive. Un soir, elle s'est adressée directement à Amélie, ses mots tranchant le silence comme des lames, promettant une fin terrible à ses efforts pour nous libérer. Ce fut un moment de terreur absolue, voyant la mère que je connaissais transformée en instrument de vengeance et de haine. Cependant, fort des connaissances acquises, nous avons commencé à préparer le contresort, un rituel qui, nous l'espérions, briserait le sort et nous libérerait du cauchemar dans lequel nous étions enfermés. La tension était insupportable. Chaque ombre projetée par les bougies semblait animée d'une intention malveillante, et le regard de ma mère, scrutant les coins sombres, était celui d'un prédateur guettant sa proie. Mais notre amour et notre volonté de survivre étaient forts. Et cette nuit-là, à la faible lumière des étoiles qui s'efforçaient de percer les nuages orageux, nous avons entamé le rituel qui déciderait de notre destin. La nuit où nous avons décidé d'exécuter le contresort était chargée d'une énergie électrique, comme si l'air même attendait l'affrontement final entre nous et les forces que ma mère avait déchaînées. Une fois tous les préparatifs terminés, nous nous sommes placés au centre du cercle rituel que nous avions tracé, entouré de bougies dont les flammes dansaient avec agitation, comme si elles prestaient l'imminence de l'affrontement. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par nos murmures communs, récitant les mots qui, nous l'espérions, nous libéreraient. La réaction de ma mère lorsqu'elle a réalisé ce que nous faisions a été immédiate et violente. Elle a fait irruption dans la pièce, un ouragan de fureur et de désespoir, essayant de briser le cercle que nous avions créé. Mais nous étions préparés. Amélie et moi sommes restés fermes, récitant les mots du contresort avec plus de force, tandis que ma mère nous lançait toutes sortes de malédictions et de menaces pour tenter de nous arrêter.
l'intensité de la confrontation a augmenté de façon exponentielle, culminant en une tempête surnaturelle à l'intérieur même de la maison. Des objets ont commencé à léviter et à se jeter contre les murs. Des miroirs se sont brisés sans que personne ne les touche, et des ombres se sont contournées pour prendre des formes menaçantes autour de nous. C'était comme si la maison elle-même était devenue un champ de bataille entre l'amour et la haine, entre la lumière et les ténèbres. Au point culminant du rituel, alors que la puissance du contresort était presque complète, Geneviève, dans un ultime acte de désespoir, s'est jetée sur Amélie, la blessant grièvement. Le sang d'Amélie, en se mélangeant aux composants du rituel, semblait être le dernier élément nécessaire pour libérer le pouvoir du contresort. Une lumière éclatante émana de nous, enveloppant tout dans un flash aveuglant. Lorsque la lumière se dissipa, nous trouvâmes ma mère allongée sur le sol, affaiblie, ses forces épuisées par le combat que nous avions mené. Geneviève, vaincue, ne possède plus la puissance qui la faisait craindre. Sa voix, autrefois pleine de menaces, n'est plus qu'un faible murmure, l'ombre de ce qu'elle a été. La tempête surnaturelle, qui s'était emparée de la maison, s'est calmée, mais le prix à payer est élevé. Amélie, bien que vivante, était blessée, et les marques de cette nuit resteraient à jamais gravées dans nos mémoires, souvenirs physiques et psychologiques de l'horreur à laquelle nous avions été confrontés. Après la nuit de l'affrontement, le silence qui s'est installé dans la maison était d'une nature que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un silence lourd, chargé de la perte et du prix que nous avons dû payer pour obtenir notre liberté. Geneviève, autrefois figure d'autorité et de pouvoir dans nos vies, gisait maintenant faible et vaincue, rappelant constamment les sombres profondeurs auxquelles la jalousie et l'obsession peuvent conduire. Dans les jours qui ont suivi, Amélie et moi avons essayé de reconstruire ce qui restait de nos vies. Le rituel nous avait libérés du sort, mais la maison que nous appelions autrefois notre foyer ressemblait désormais à un cocon vide, une carcasse de la sécurité et de l'amour qu'elle était censée abriter. Les marques de la bataille étaient partout, dans les murs fissurés, les meubles détruits et, plus douloureusement, dans les cicatrices qu'Amélie portait. Le rétablissement d'Amélie a été lent et douloureux, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Chaque fois que je regardais les marques sur sa peau, je me rappelais le prix que ma propre famille lui avait imposé. Et tandis qu'elle guérissait, nous luttions également contre les cicatrices invisibles, celles gravées dans nos cœurs et nos esprits, par le terrible voyage que nous avions vécu. L'enquête de la police sur les événements de cette nuit-là et la défaite de ma mère qui s'en est suivie ont été un enchevêtrement de questions sans réponse. Comment expliquer l'inexplicable? Les forces que nous avions affrontées, les pratiques occultes et la bataille surnaturelle qui s'était déroulée entre les murs de notre maison. En fin de compte, la véritable profondeur des ténèbres que nous avions affrontées est restée un secret entre Amélie, ma mère et moi. Alors que nous essayions d'aller de l'avant, la culpabilité et la douleur de la perte de ma mère me pesaient lourdement. Malgré tout, elle restait ma mère et la complexité des sentiments que j'éprouvais pour elle me tourmentait. Amélie, quant à elle, a fait preuve d'une force incroyable, trouvant en elle la capacité de regarder vers l'avenir malgré les ombres du passé. Mais même si nous guérissions nos blessures, une partie de moi savait que les ténèbres que nous avions affrontées laisseraient des traces permanentes sur nos âmes, un rappel constant du prix de l'amour véritable et de la liberté. Au cours des mois suivants, Amélie et moi avons essayé de reconstruire nos vies, mais la normalité que nous avions si désespérément recherchée semblait toujours hors de portée. Chaque rire partagé, chaque moment de paix apparente, était souvent gâché par les souvenirs soudains de cette terrible nuit. La maison, qui était censée être notre sanctuaire, ressemblait désormais à une prison de souvenirs sombres, un rappel constant des forces obscures que nous avions défiées. L'enquête de la police sur les événements surnaturels qui s'étaient déroulés dans notre maison s'est arrêtée
ses conclusions étant entachées d'incertitudes et de questions sans réponse. Comment pouvions-nous espérer qu'il comprenne ? Notre vérité était quelque chose qui dépassait la compréhension rationnelle, un cauchemar vécu qu'aucun rapport de police ne pouvait résumer de manière adéquate. En fin de compte, il ne restait que les chuchotements et les regards des voisins, une curiosité morbide pour ce qui s'était réellement passé dans la maison de l'avocat et de l'artiste. Pendant cette période de reconstruction, je me suis débattu avec des sentiments contradictoires à l'égard de ma mère. La douleur de la perte était réelle, tout comme la colère qu'elle ait déclenché une telle destruction dans nos vies. C'était une dualité de sentiments qui me laissait souvent confus et perdu. Une bataille interne entre le fils aimant et la victime de ces terribles actions. Amélie, avec une force que j'admirais, est devenue mon ancre, me guidant à travers ces estampettes d'émotions. C'est alors que nous avons commencé à nous rendre compte que la bataille n'était peut-être pas tout à fait terminée. Des phénomènes étranges, d'abord mineurs mais de plus en plus inquiétants, ont commencé à se manifester autour de nous. Des objets disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits impossibles. Des ombres se déplaçaient sans source apparente et nous avions la sensation glaciale d'être observés. Ces événements nous ont amenés à nous demander si l'esprit de ma mère ne résidait pas encore parmi nous, une présence invisible qui refusait de quitter le monde des vivants. Nous avons trouvé un journal intime de ma mère, caché parmi ses affaires, qui révélait les profondeurs de son obsession et ses éventuels regrets pour ses actes. Les mots écrits à la main, aujourd'hui tachés de larmes et de désespoir, nous ont offert un aperçu troublant de son esprit, un témoignage de l'amour malade qui l'a poussé à pratiquer l'inimaginable contre nous. Ce journal, tout en apportant une certaine compréhension, a également ouvert de nouvelles blessures, montrant à quel point nous avions été aveugles à la profondeur de sa chute dans les ténèbres. Au fil des jours, les signes indiquant que nous n'étions pas seuls dans notre maison devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. C'était comme si l'ombre de ma mère imprégnait encore les couloirs, une sensation de froid qui nous suivait partout, touchant notre colonne vertébrale avec des doigts invisibles. Amélie et moi échangions des regards de compréhension silencieuse, une communication non verbale de notre peur croissante que quelque chose ou quelqu'un réside encore avec nous. La découverte du journal de ma mère avait ouvert une fenêtre sur son âme tourmentée, révélant une femme rongée par la jalousie et l'obsession amoureuse. Cependant, c'est dans les cauchemars que nous avons partagés que nous avons commencé à réaliser l'étendue réelle de son influence posthume. Les rêves dans lesquels sa silhouette apparaissait, déformée et vengeresse, murmurant des promesses de ne jamais nous laisser seuls, sont devenus réguliers. Ces visions étaient si vivantes et si effrayantes que nous nous réveillions haletants, la peur étant palpable parmi nous. La multiplication des événements inexpliqués dans notre maison a renforcé le soupçon que l'esprit de ma mère n'était pas seulement présent, mais qu'il se renforçait peut-être. Les lumières clignotaient sans raison, les portes se fermaient d'elles-mêmes et l'air était parfois rempli de l'écho lointain de son rire, un rappel fantomatique de son pouvoir sur nous. C'était une réalité terrible à accepter, que peut-être, en essayant de nous libérer, nous n'avions fait que renforcer le lien entre nous et le monde surnaturel dans lequel elle nous avait entraînés. Face à la présence indéniable de ma mère, Amélie et moi avons décidé d'accomplir un dernier rituel, un effort désespéré pour communiquer avec son esprit et peut-être trouver un moyen de la libérer et de nous libérer de ce cycle de terreur. Nous avons préparé le rituel avec soin, entouré de symboles de protection, et nous l'avons appelé, nos cœurs battant à l'unisson avec l'anxiété de ce que nous risquions de déclencher. Le résultat fut plus terrifiant que nous n'aurions pu l'imaginer. L'esprit de ma mère s'est manifesté, non pas sous la forme de la figure maternelle dont je me souvenais, mais sous la forme d'une entité déformée, chargée de colère et de ressentiment.
elle a confirmé nos pires craintes, à savoir que son influence sur nous ne s'arrêterait pas avec sa mort physique. Ez's paroles, bien que chargées de haine, étaient également empreintes d'une profonde tristesse, d'un regret pour ce que son obsession nous avait coûté à tous. Après le rituel et la terrible révélation de ma mère, l'atmosphère dans notre maison est devenue insupportable. Sa présence, confirmée et plus puissante que jamais, emplissait chaque recoin d'une oppression presque tangible. C'était comme si les murs respiraient sa colère, que chaque ombre cachait sa vigilance constante. Amélie et moi, nous sommes retrouvés piégés, non seulement par le souvenir physique de ma mère, mais aussi par son esprit implacable, qui refusait de nous laisser partir. La décision de partir, de laisser derrière nous la maison et tous les souvenirs hantés qu'elle contenait, a été prise le cœur lourd. Il y avait la sombre réalisation que, peut-être, peu importe où nous allions, l'influence de ma mère pourrait nous suivre. Mais le besoin de fuir, d'essayer de trouver une lueur de paix, était plus fort que la peur de l'inconnu qui nous attendait. Le matin de notre départ, alors que nous emballions nos dernières affaires, la maison semblait résister à notre décision. Des sons étranges résonnaient dans les couloirs vides et une froideur inexplicable imprégnait l'air, comme si la structure elle-même pleurait notre départ. Mais pour nous, il s'agissait d'un adieu non pas triste, mais soulagé, une chance d'essayer enfin de laisser derrière nous les ombres qui avaient consumé nos vies. L'esprit de ma mère a tenté une dernière fois de nous dissuader, sa présence se manifestant avec une intensité que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Mais notre décision était prise. Armés de la détermination d'affronter l'avenir, quel qu'il soit, nous sommes partis, laissant derrière nous la maison et les fantômes qu'elle abritait. L'histoire de notre lutte contre les forces obscures déchaînées par la jalousie maladive de ma mère s'arrête là. Nous partons vers une destination inconnue, n'emportant avec nous que les souvenirs d'une époque antérieure à la terreur, dans l'espoir de trouver un endroit libéré de l'ombre de Geneviève. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, ni si nous serons un jour vraiment libérés de son influence. Tout ce que nous avons, c'est l'espoir qu'en affrontant l'inconnu, nous pourrons enfin trouver la paix que nous recherchons si désespérément. C'est l'histoire de l'amour et de l'obsession qui s'entremêlent dans une danse macabre, laissant derrière eux une traînée de destruction. Un rappel que les fantômes les plus effrayants sont parfois ceux que nous portons dans nos cœurs.